Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit un nouvel invité, Abdoulaye Fall, vice-président chargé des opérations de la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Soyez le bienvenu. Merci madame, merci beaucoup. Alors, nous allons bien sûr parler de vos activités par le biais de questions qui vous sont posées sur cette table d'ailleurs, que vous allez devoir lire à haute voix. Donc commencez par la première, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je prends la première. Parvenez-vous réellement à contribuer à l'essor économique de l'Afrique de l'Ouest? Bonne question. Vous savez, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO a pour objectif de contribuer au développement de la sous-région, ça me paraît évident, par le financement de projets intégrateurs, surtout. Projets intégrateurs, ça veut dire des projets d'infrastructure qui permettent de relier les pays pour développer le commerce intra-régional, par exemple. Mais également, nous finançons le secteur privé parce que nous croyons que le privé est facteur de croissance et le privé est créateur de richesse. Donc il faut forcément que tous les projets soient intégrateurs pour retenir votre attention. Absolument, non, pas forcément. Dans le cadre du secteur public, nous avons des programmes avec la commission de la CEDEAO. Et ces projets-là, c'est des projets justement intégrateurs parce que ça permet de relier des pays par la construction d'infrastructures, des routes, etc., etc. Mais les pays peuvent individuellement venir également prendre des prêts pour le besoin de financement, je ne sais pas, d'un hôpital, pour, disons, acheter des équipements sanitaires pour un hôpital, par exemple. Nous avons financé au Togo un important projet. Pour ce qui est du secteur privé, non, ce n'est pas forcément intégrateur. Nous finançons le privé pur. Nous avons, parmi nos success stories, financé l'hôtel Radisson à Dakar, qui est connu. Le groupe Azala est un bon partenaire, etc., etc. Nous finançons le privé pur également. On vous reproche parfois de ne pas assez financer les projets publics. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les ressources, il faut trouver des ressources concessionnelles. Un pays, en tout cas dans la sous-région, ne peut pas emprunter à n'importe quel taux, ne peut pas emprunter sur n'importe quelle durée. Quand nous prêtons au Sénégal ou au Bénin, par exemple, c'est sur une assez longue période, mais avec des taux très faibles. Quand je dis taux faibles, c'est entre 1,5 et 3%. Donc il faut trouver justement ce type de ressources. Ce que nous faisons, nous négocions avec des États et des partenaires au développement pour obtenir des lignes de financement qui nous permettent justement de couvrir ces gaps-là. Ça varie en fonction des pays. Donc Sénégal, Bénin, vous nous avez pris cet exemple. Oui. Si on prend d'autres pays comme la Côte d'Ivoire ou la Guinée. Tous les pays. La Guinée, oui, nous intervenons en Guinée. Le taux est plus élevé? Non. Le taux, c'est en termes de, disons, de domaine. Quand nous finançons le secteur public, c'est ces taux-là. Mais quand nous finançons l'hôtel Radisson à Dakar, vous imaginez que ce ne sera pas à 3%. C'est au taux du marché. Nous allons prendre la ressource sur le marché. Nous ajoutons une marge pour tenir compte des frais, etc. Et ensuite, nous prêtons, pour le secteur privé en tout cas, au coût des ressources. Et certains pays font plus appel à vous que d'autres dans la région? C'est-à-dire que si on regarde la répartition, il y a effectivement certains pays qui ont plus, je parle du secteur public surtout, qui ont plus emprunté à la banque que d'autres. Quand vous regardez le Nigeria pratiquement n'est jamais venu. Parce que peut-être que les projets au Nigeria sont tellement importants en ressources, exactement, mais des pays comme le Bénin, comme le Burkina, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est des pays qui sont bien financés par la BIDC. Mais selon vous, pourquoi ces pays-là en particulier, bon, le Nigeria est une exception, mais pourquoi ces pays-là que vous venez de citer font plus appel à vous que d'autres en Afrique de l'Ouest? C'est qu'en réalité, nous ne faisons pas de restrictions, nous ne faisons pas non plus, comme certaines institutions, une répartition de l'enveloppe par pays. Donc c'est selon les besoins, selon la disponibilité des projets, parce qu'un projet de développement, il faut du temps pour bien le calibrer, pour bien le cadrer. Donc c'est peut-être ces pays qui sont venus plus que d'autres, mais les autres sont là également. Nous avons financé le Libéria, la Guinée, comme vous avez dit tantôt, la Gambie, le Ghana, etc. Il n'y avait pas de... parfois on dit que certaines banques sont frileuses. Vous n'avez pas de doute, n'hésitez pas, avant de financer certains pays lorsque les conditions politiques, sécuritaires, etc. ne sont pas remplies? Pour les prêts au secteur public, c'est une garantie souveraine. Quand nous prêtons à un État, on ne prête pas à une personne. Donc la garantie souveraine étant là, nous prêtons au pays et nous sommes sûrs d'être remboursés.
C'est le cas? Absolument. Pour les prêts au secteur public, je veux dire. Mais par contre, pour ce qui est du secteur privé, nous ne sommes pas frileuses, comme vous le dites, mais par contre, en tant que banque, nous prenons des dispositions pour que les risques soient bien évalués et pour qu'on ait en face des garanties qui nous permettent de récupérer notre mise, en tout cas en cas de difficulté. Quand vous dites nous prenons nos dispositions, quel type de dispositions? La banque, quand elle finance un promoteur privé, d'abord, il y a une évaluation précise du dossier. Les risques sont étudiés, examinés, mais nous mettons en place des mesures de mitigation des risques. Et à côté de ça, nous prenons des garanties. Pour le privé, il faut des garanties, absolument. Les garanties, ça peut être des droits réels sur des terrains, sur l'usine, ça peut être des nantissements du matériel que nous avons financé, ça peut être également une garantie donnée par un autre fonds de garantie. Les conditions sont tout de même... Je ne suis pas d'accord avec vous. Nous ne sommes pas comme les banques classiques primaires que nous connaissons et à qui nous reprochons de ne pas prendre assez de risques. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous nous dites que vous faites. Nous sommes une banque de développement. Si un projet nous paraît intéressant au plan de tout ce que j'ai dit tantôt, mais nous prenons quand même des mesures pour éviter à ce que l'argent soit perdu parce que nous n'avons pas pris les garanties qu'il fallait. Seconde question, s'il vous plaît. Merci. Seconde question. Les ressources destinées au financement des projets, vous les mobilisez plus à l'intérieur ou à l'extérieur de la communauté? Oui. Excellente question également. Nous avons plusieurs types de financement. D'abord, les États qui sont propriétaires de la banque ont des contributions sur le capital, qui vient d'être augmenté récemment d'ailleurs. Mais ensuite, par exemple, je peux vous donner le cas du marché de l'UMOA, où nous avons levé plusieurs fois des ressources, des montants importants, pour justement financer les projets du secteur privé. Pour ce qui est du secteur public, nous allons auprès des, je vous ai dit tantôt, des partenaires au développement. Notamment, nous avons une ligne de crédit avec Exim Bank of India qui nous permet de refinancer nos pays sur des équipements, etc., etc. Nous discutons avec la Chine, nous discutons avec beaucoup de partenaires qui peuvent nous apporter des ressources dont nous avons besoin. Ce sont plutôt les partenaires étrangers? Pas forcément, parce que ces partenaires ne prennent pas le risque. Quand ils nous donnent de l'argent que nous prêtons à quelqu'un, nous les payons. C'est un prêt qu'ils nous donnent, ce n'est pas un don. Donc c'est à nous de faire les évaluations, de prendre les dispositions pour financer des projets qui sont bancables et de prendre en tout cas toutes les garanties possibles parce qu'in fine, nous rembourserons le prêt. Et la contribution des États en question, des États membres, se passe en fonction même des aléas politiques, économiques, toujours de façon régulière? Oui et non, je dirais oui et non parce que vous savez, nos pays ont également leurs difficultés. Oui. Ces contributions viennent des budgets des États, donc certains pays payent plus facilement que d'autres, mais nous ne désespérons pas. Nous sommes en contact avec les autorités, notamment les ministres des Finances, pour que les pays payent leurs contributions. Parce que vous le dites si bien, si nous allons voir une institution internationale pour demander un refinancement et qu'ils voient que sur notre bilan, les pays n'ont pas versé leurs contributions, ils se posent des questions. On entend régulièrement, de plus en plus, que l'avenir, l'Afrique est le continent de l'avenir, du futur, que les investisseurs s'intéressent de plus en plus à ce continent. Est-ce que vous le ressentez ça aussi lorsque vous faites vos démarches? Aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en Chine ou en Europe, en tout cas, les partenaires que nous rencontrons ont confiance à l'Afrique. Et ce n'est pas pour rien que nous avons des propositions justement de mobilisation de ressources. Aujourd'hui, si vous placez votre argent dans certaines zones du monde, les taux de retour sont très faibles. Alors qu'aujourd'hui en Afrique, quand même, compte tenu de la croissance, compte tenu de beaucoup de choses, on a plus de gains à y faire plutôt qu'ailleurs. On va clôturer cette interview avec la question de Joker. Alors comment est-ce que vous jugez les derniers résultats de votre banque? Bon résultat, et parce que tout simplement, ce qui est important, entre 2004 et aujourd'hui, nous avons financé énormément de projets. Ça veut dire que de plus en plus, nous recevons des requêtes. Ça veut dire que les populations ont confiance à cette banque pour trouver des sources de financement. Mitigé par le fait que la ressource est rare et difficile. Donc, nous sommes en train de faire tranquillement notre chemin, mais sûrement.
Lorsque vous dites, sans vouloir vous interrompre, lorsque vous dites les populations, c'est avant tout les États et les privés d'un certain niveau. Oui, mais absolument. Quand nous prêtons aux États, finalement, les bénéficiaires, c'est les populations. Vous êtes d'accord avec moi? Quand nous finançons des équipements sanitaires au Togo, dans la ville de Kara au nord, quand le malade qui, de temps en temps, qui avait l'habitude d'aller jusqu'à Lomé pour faire un scanner, le faire sur place, à un coût pas très élevé, vous imaginez que quand même, c'est la contribution de la BIDC. Enfin, pour le contribuable, en l'occurrence, pour la population, ce sera l'État. Pas forcément, Non? pas forcément. Nous essayons de communiquer justement sur nos réalisations. L'électrification rurale, je peux vous prendre des exemples au Bénin aussi, où nous avons financé beaucoup de localités. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la banque sert à quelque chose. Vous êtes vice-président chargé des opérations depuis quelques mois. Avez-vous le moyen ou la possibilité de faire évoluer un peu les pratiques qui étaient déjà établies depuis votre arrivée? En arrivant à cette position, je suis venu avec des idées, parce que je suis quand même un ancien de la banque. J'étais le directeur de l'audit pendant un certain temps. Je suis auditeur de formation. Ça veut dire qu'on a quand même une certaine compétence dans l'organisation. Ce qui fait qu'en arrivant, moi, je ne suis pas un spécialiste des opérations, mais mon rôle, c'est d'organiser, c'est de mettre en place des dispositifs d'alerte pour qu'on puisse réagir rapidement aux requêtes que nous recevons, par exemple, mais pour qu'également qu'on apporte plus de soins à l'évaluation des projets, qu'on ne puisse pas financer n'importe quoi, comme j'ai dit, mais qu'on ait un suivi plus régulier également. Donc mon rôle, c'est d'impulser cette dynamique-là et d'associer tout le monde, parce que c'est un travail d'équipe que nous faisons. S'il y a des choses à améliorer encore, des points en particulier à faire, on parlait d'évolution, à faire évoluer. Vous voulez un exemple concret? Si je reçois une demande d'avis de non-objection d'un gouvernement pour un projet donné, je ne dois pas prendre 6 mois avant de répondre. C'est ce qui était fait auparavant? Non, c'est ce qui était fait, mais on peut toujours améliorer. On veut réduire. Si on était à 3 mois, on va aller à 1 semaine, 2 semaines. Mais je veux dire, il faut que les gens sentent que nous sommes en train d'évoluer. Il ne faut pas qu'on donne l'impression d'être submergé par le travail et de négliger certains clients par rapport à d'autres. Et si on veut aller plus rapidement, très souvent, il faut plus d'employés, il faut grandir aussi. Vous êtes prêt à faire cette démarche-là, la banque? Nous sommes en train de grandir. La banque d'il y a 5 ans n'est plus ce qu'elle est aujourd'hui. Nous avons recruté beaucoup de jeunes talents, comme on dit, beaucoup de jeunes formés dans les grandes et les meilleures écoles, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Et nous sommes en train de les encadrer pour prendre la relève, parce que tout simplement, on a besoin de moyens humains, mais également de moyens informatiques. Merci à vous, Abdoulaye Fall. Vous êtes vice-président, on le rappelle, chargé des opérations de la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview. Merci de nous avoir suivis une nouvelle fois et à bientôt sur Africa 24.